parler de travaux que nous avions faits. Ça commence à dater, hein, ça fait 8 ans peut-être à peu près. Ce que je vais raconter là ça a été publié dans les mélanges pour André Zisberg. Et là, je vais m'intéresser aux aspects méthodologiques. Je suis historienne, mais je ne suis absolument pas spécialiste du milieu maritime. Je suis ruraliste, en fait. Mais une de mes spécialités était l'informatique. Quelque chose ne va pas ? Ah oui, d'accord, pardon. Une de mes spécialités était l'informatique pour historiens, enfin les traitements de données informatiques pour historiens. Et c'est avec cette spécialité que je suis intervenue là-dessus. J'avais des étudiants je travaille à Rennes, j'étais à l'université de Rennes, on a toujours des étudiants qui souhaitent travailler dans le maritime, mais on n'a pas de chercheurs en maritime. Donc, résultat, qui veut bien s'en mêler s'en mêle, quoi. Et j'ai eu pendant quelques années des étudiants qui voulaient travailler sur le maritime. Alors, je ne sais plus, j'avais dû lire un article de Gérard Brouédec, je pense à l'époque, par le hasard qu'on feuillette les revues, où il parlait du cabotage. Et ça m'avait fait un petit peu tilt, et où il disait qu'il fallait s'intéresser, je crois, aux poussières portuaires, c'est-à-dire à tous les petits ports qui peuvent traîner et qu'on est sur la côte et qu'on regarde généralement pas. Sur la côte nord, chez nous, bien il me semblait que c'était le cas de la baie de Saint-Brieuc qui est complètement écrasée par Saint-Malo, bien entendu. Donc, j'avais orienté des travaux d'étudiants et d'un autre chercheur également, qui devait venir, qui n'est pas venu, sur cette question du cabotage dans les petits ports. Et ça nous a amené à une question sur les navires Terre-Neuva, une question somme toute extrêmement prosaïque, hein, terre à terre, en disant les bateaux Terre-Neuva, c'est occupé 6 mois par an. Un bateau pour Terre-Neuve, ça partait de Saint-Brieuc au mois d'avril. Enfin, il y avait un bateau qui partait au mois d'avril avec du matériel, etc., qui déposait dans les havres de Terre-Neuve. Un mois après, les marins campagnards filaient. Et puis, ils pêchaient pendant 6 mois. Il y avait un retour qui se faisait au début de l'automne, pour un retour sur Saint-Brieuc, et puis une autre part, je résume très vite parce que je pense que vous devez tous connaître ça, donc je ne vais pas m'étendre. Les hommes, une grande partie des hommes revenaient sur Saint-Brieuc donc au début de l'automne. Le navire, avec quelques marins, une dizaine par bateau, filait sur Marseille pour vendre les morues. On est à la moitié du 19e siècle. Et puis remontait ensuite sur Saint-Brieuc. On arrivait donc à l'hiver, là, décembre à peu près. Il n'empêche que la moitié de la flotte des navires Terre-Neuva était inoccupée pendant 6 mois, ceux de Saint-Brieuc, les autres pendant 3 mois. Donc, avec juste, me semblait-il, un petit peu de bon sens de petite dame terre à terre, je me suis dit, purée, moi si j'étais armateur, je ne laisserais pas mes bateaux ne rien faire pendant 6 mois. Voilà. Donc que font les bateaux pendant 6 mois ? Il y a une petite cuisine de petite dame qui pense à son porte-monnaie. Et on est donc parti sur cette histoire-là, que font les navires Terre-Neuva entre 2 campagnes de pêche. On a travaillé sur Terre-Neuve de 1850 en gros jusqu'à la fin du siècle quasiment, et on avait commencé à reprendre le dossier pour Saint-Malo de 1900 à 1906-7, et puis on a lâché l'affaire parce que faute de combattants, les historiens universitaires savent bien que le nombre d'étudiants prêts à travailler en archives va décroissant. Bon, donc, alors voilà ce que je vais vous présenter en insistant essentiellement sur les côtés vraiment techniques de cette histoire-là. Donc si je reprends le PowerPoint que vous voyez, la question c'est que font les navires Terre-Neuva entre 2 campagnes de pêche ? Eh bien, ils font du cabotage.
La source, on va travailler à partir des rôles du désarmement du quartier de Saint-Brieuc. Là, les données que j'ai ici, 1848-1857, on avait choisi cette date-là parce que ça englobe la guerre de Crimée. Enfin bon, ça permettait de voir ce que se passe-t-il dans des périodes instables. On a étudié comme ça la guerre de Crimée, puis après la guerre du Mexique, enfin, etc. Et donc, ce que l'on voulait, c'était relever les mouvements des bateaux, c'est-à-dire toutes leurs escales et la nature des cargaisons à partir des rôles de désarmement. Bon, je ne présente pas les rôles de désarmement, on en a déjà parlé un certain nombre de fois. Donc, je travaillais avec des étudiants essentiellement. Donc la première chose, c'était la saisie des informations. Les informations collectées sur le rôle de désarmement, c'était... On n'a pas de pointeur. Avec la souris, on arrive. Ah ouais, on arrive. Il faut que vous regardiez votre écran. Ouais. Ouais, non, on la voit pas là. Non, c'est pas grave, c'est bon. C'est pas grave, je vais faire sans. Les informations collectées, donc le nom du navire, l'armement, les activités. Ils sont Terre-Neuve, ils sont caboteurs. Pour pouvoir faire des comparaisons par la suite, on a collecté les données concernant les caboteurs, les Terre-Neuve, mais également des activités de cabotage et des activités de bateaux qui seront déclarés mixtes, c'est-à-dire certains armateurs arment une année un bateau pour Terre-Neuve et une année pour le cabotage. On voit bien qu'il y a des usages très flous. Alors, je simplifie énormément, en fait, c'est assez complexe comme données. Il y a plein de cas de figure et il faut se débrouiller dans tout ça, mais ça, c'est la petite cuisine de l'historien et je passe, parce qu'il ne reste pas tant que ça de temps. Ensuite, eh bien, on relève l'année et puis... Ah, merci. C'est le laser. Ça va. Ouais. Il faut le mettre sur l'écran. Ah. Non, non. Bon, non, là, c'est trop... Ah ouais, d'accord. Oui, si, ça y est, je viens de comprendre. Il faut des yeux dans le dos, quoi. C'est compliqué. Paf. Ensuite, les escales, donc la première escale, et quelle cargaison était dans le bateau, la deuxième escale, quelle cargaison, etc. La difficulté, c'est le nombre d'escales et de cargaisons qui sont infinies. Alors, ça donne des feuilles absolument abominables. Le nombre d'escales est variable. Là, notre maximum était 17, et ça aurait pu certainement être plus. Donc, le nombre de colonnes est variable. Et les données sont inexploitables par un tableur. Quand on a un gros bazar comme ça, on ne peut plus rien faire. Ce que constataient les étudiants en disant « Ouais, mais madame, comment je fais après ?» Bon, donc on voit bien que la forme souhaitée, ce que l'on voulait, c'était ça. C'est-à-dire qu'on a, pour un navire, son nom, l'année de départ, la première étape. Il part de Messine, il arrive à Licata, il a du lest, et puis ensuite, le même bateau part de Licata, il va au Havre, il a du soufre, etc. Donc il va falloir passer de cette forme-là à cette forme-là. Donc, c'est relativement simple pour les gens qui sont un peu habitués à ces jeux-là. On a bien sûr structuré nos données en table en suivant les règles des SGBD classiques. Je ne m'étends pas là-dessus, c'est quand même très connu. On a gardé l'idée de saisir les tables avec un tableur pour le confort étudiant. C'est-à-dire que la petite cuisine informatique, ils l'ignoraient en grande partie, sauf ceux que ça passionnait. Il y a quand même 2 étudiants qui ont travaillé là-dessus, qui ont fini par être ingénieurs en traitement de données. Ils se sont réorientés après le master, ce qui était plutôt sympathique. Et puis ensuite, on a exploité les données. J'avais fait le choix de travailler avec SQL, MySQL, et d'administrer sous PHP MyAdmin, parce que ça me semblait c'est plus complet, c'est pas que ça me semblait. Tout compte fait, ça permet des interrogations bien plus subtiles que ce que l'on peut faire en QBE. Alors ça, c'est pour les gens qui connaissent un peu. C'est bien plus subtil que ce que l'on peut faire en QBE sous Access. On maîtrise mieux son affaire. Bon, voilà. Et puis ça permettait d'apprendre ça aux étudiants.
Donc une base de données. Alors voilà, là je vous ai mis 2 tables, en fait on en avait plus derrière. Un exemple de table relationnelle. Bon, pour Saint-Brieuc, on arrivait à 1850 lignes, donc c'est petit, hein, et on espérait bien la faire grossir parce qu'on était parti dans l'idée qu'on allait remonter, bien sûr, ce questionnement-là dans le temps. En travaillant dans un premier temps sur Terre-Neuve, mais ensuite en passant au commerce, enfin, etc. Bon, on produit des requêtes SQL pour produire des statistiques comme je vais vous en montrer tout à l'heure. On a également des requêtes SQL qui enrichissent la base puisqu'elles permettent de créer des tables au fur et à mesure. Ça va? J'essaye d'aller très vite, mais c'est encore compréhensible ou à peine? C'est bon? À force de tout réduire, il ne va plus rien rester. Et puis, on produit des statistiques de ce style-là, les petits dessins de tableurs classiques, quelles cargaisons sont transportées au retour de Terre-Neuve dans la période qui suit la Grande Pêche. Bon, là, on s'aperçoit déjà d'emblée que le lest est extrêmement important. Ce n'est pas la gloire des armateurs de Saint-Brieuc, bien entendu. Payer du lest pour rentrer, c'est échec et mat. Hein. Bon, et la deuxième, diverses marchandises. On voit bien que là, se faire une spécialité de commerce n'est pas simple, enfin, etc. Bon, ensuite, on a essayé de creuser davantage, et pour creuser un peu plus, on voulait... À la même époque, moi j'écrivais un livre que certains d'entre vous ont peut-être vu sur les traitements des bases de données. Donc j'avais besoin de jouer, d'essayer. Donc je testais des nouveaux outils. Et ma question c'était comment on peut analyser des successions de cargaisons pour un grand nombre de navires. On est très vite noyé par l'information quand il y a 17 escales avec 17 cargaisons différentes par navire. Si vous travaillez sur 50 ans, vous ne savez plus comment vous sortir de cette masse d'informations. Donc, il me semblait qu'il fallait qu'on trouve des moyens de faire un traitement quantitatif et ensuite de retourner dans les bases pour faire des traitements plus analytiques à la demande et faire du cas par cas. Mais j'avais envie de garder les 2 niveaux. Donc, pour ça, on a exploré des méthodes. Donc, la question, c'était tenter de visualiser, d'analyser la succession des états. Alors, avec quoi faire ça? On avait décidé d'utiliser ce qu'on appelle un logiciel d'analyse de séquences. C'est au départ, les logiciels d'analyse de séquences, ils avaient été créés pour les médecins qui analysaient les chaînes d'ADN. Donc, ils analysent les différents états dans différentes situations d'un objet. Et tout compte fait, on peut dire que nous aussi, on a des séquences. C'est-à-dire que si on considère que chaque étape d'un bateau chaque étape est une séquence, le nom du port avec la cargaison, séquence, et on a la vie d'une campagne. Donc, on a fait des essais là-dessus. Alors, on voulait travailler en logiciel libre pour qu'il n'y ait pas de problème d'argent, c'est trop compliqué dans les universités. Donc, on a travaillé avec le logiciel R, qui est un logiciel gratuit et qui est extrêmement puissant, qui est utilisé par les économistes, en veux-tu, en voilà. Nettement moins par les historiens, mais ça, quand même, il y en a. Et on a pris donc le logiciel R avec un module, c'est le propre de R, il y a des modules pour faire des milliers de choses. Le module s'appelle Traminaire. Donc, dans un premier temps, les escales et les fret réalisés par chaque navire sont formalisés sous les formes d'états codifiés. Et ça donne des choses comme ça. Alors là, il y avait un petit programme qui codait au fur et à mesure. Le bateau Alcide, c'est un Terre-Neuve. Il est allé de tel endroit avec telle cargaison, enfin, etc. Et on passait comme ça les cargaisons et les lieux. Donc, on visualise ensuite la succession des états et le maximum pour un navire, ça a été 80 escales. Ça donne des choses comme ça.
Vous voyez, l'idée, c'était de trouver un moyen de résumer l'information. Donc, on restait sur des analyses graphiques dans un premier temps, en se disant que si on voulait faire des analyses plus fines, on allait retourner dans notre base, sortir nos stats, etc. Mais c'était vraiment la nécessité de visualiser. Et on s'aperçoit en fait que au premier coup d'œil, on a des choses différentes. Que, par exemple, ici, on a le retour des caboteurs. Alors, avec les frettes, hein, c'est une... j'ai encore perdu... Ah, merci. Merci. Là, on a les frettes, les séquences de fret des caboteurs. Là, les séquences de fret des Terre-Neuve. Là, on va voir les séquences des frets mixtes entre les bateaux donc, qui, par certaines années, font Terre-Neuve et par d'autres années font du cabotage. Parfois, d'ailleurs, tout bêtement, parce que comme ils sont rentrés trop tard du cabotage qui suit Terre-Neuve, eh bien, ils ne peuvent pas repartir. Donc, du coup, ils repartent au cabotage sur un an. Il y a une grande souplesse dans l'armement de Saint-Brieuc. Et on constate que, quand même, globalement, tous ces navires ont des cargaisons où règnent les couleurs foncées, le bleu, le noir, etc. Et ça, bien sûr, ça va dans le même sens que le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Ils trimballent essentiellement du lest, du sel, ça va avec Terre-Neuve, hein, bien entendu. Et ils ont beaucoup plus on voit aussi apparaître relativement souvent le jaune, les marchandises diverses. On voit bien qu'ils ont du mal à se faire une véritable spécialité et que ça peut peut-être poser question. Mais là, l'objectif n'est pas de trouver les réponses, c'est d'essayer d'aider à l'analyse en visualisant les données. Alors, le logiciel de séquence permet également de faire des analyses statistiques plus fines, par exemple d'analyser les transitions d'un état à un autre et de produire des statistiques dessus. Et là, on remarque l'absence de spécialisation se confirme. Regardez l'importance du lest, par exemple, c'est la colonne en bleu. Il rentre au lest plus de 33% des fois, c'est quand même énorme. Et les bateaux n'ont pas de spécialité. On voit que si un bateau a des aliments divers dans une première cargaison, la cargaison suivante, il y a 8% de chances qu'il ait des aliments divers, il va y avoir 3% de chances pour qu'il ait des céréales, 42% pour qu'il ait du lest, etc. Donc des bateaux qui n'ont pas de spécificité, autrement dit, ils ramassent ce qu'ils trouvent. Alors bon, là je vous ai mis des échantillons, hein. On a bien sûr approfondi toutes ces notions-là derrière. De la même façon, on s'est interrogé sur les lieux d'escale. Est-ce qu'il y avait moyen de représenter visuellement les lieux où les navires Terre-Neuve faisaient escale lorsqu'ils avaient terminé leur campagne de pêche? Alors, un premier test dans la base montrait qu'il y avait un grand nombre de ports fréquentés. On identifiait 130 ports. Il nous était possible de les classer, bien sûr Saint-Brieuc arrive en tête, puis Marseille, ce qui est normal au milieu du 19e, les bateaux Terre-Neuve filent sur Marseille décharger leur morue et vont remonter, essayer de remonter avec des cargaisons qui vont livrer, on verra, là où ils le peuvent. Et puis ensuite, on a le Croisic, qui est un port important, c'est le sel. Et on voit apparaître Le Havre et Dunkerque. Alors, si on avait regardé 20 ans avant, Le Havre et Dunkerque étaient nettement moins importants. Là, Le Havre et Dunkerque se développent, etc. Et puis, là, je vous ai mis que les ports qui sont fréquentés en nombre un peu... Enfin,
significatif, disons. Ensuite, il y a une poussière de port, il y a une fois un bateau qui arrive, enfin, etc. Et la poussière était tellement importante qu'il nous semblait qu'il fallait qu'on trouve un autre logiciel pour visualiser. Et là, on a essayé des logiciels réseau, d'analyse de réseau. C'est normalement pas fait pour ça, hein. On a beaucoup joué au détournement quand on fait de logiciels. Les logiciels d'analyse réseau sont généralement utilisés par les historiens pour faire de l'analyse des réseaux sociaux ou des réseaux sociaux globalement. Et là, nous, on utilise ça pour relier les ports entre eux. C'est-à-dire qu'on considère que chaque port forme un nœud. Ils sont reliés par les trajets, bien entendu. Et là, on s'aperçoit que le réseau de port à port, alors on a utilisé le logiciel Pagec pour le faire, et l'on visualise par Visone. Pagec permet de faire également des graphiques, mais qui sont nettement moins lisibles que Visone. Donc Visone est aussi un logiciel libre, hein, qui est fait par une université allemande. Et là, on voit bien la poussière de port qui entoure un nœud. Le nœud des ports le plus fréquenté. Donc là encore, cette poussière de port, eh bien, c'est peut-être pas un signe de très très bonne santé pour le commerce. Les liaisons sont variées, peu stables, puisqu'on constate que plein de ports sont sans doute peu fréquentés. Plus la zone est foncée et plus les liens sont nombreux, donc plus les ports sont fréquentés, plus les nœuds sont éloignés et plus les traits sont fins et moins les ports sont fréquentés. Donc des liaisons variées mais très peu stables. Est-ce que ce n'est pas le signe d'un échec commercial en fait ? Alors, il n'empêche que ça fait un joli dessin, mais enfin c'est assez illisible quand même, à part cette idée d'ensemble qu'il y a une trop grande variété, mais vous me direz en remplissant la base, on aurait pu avoir cette idée-là déjà dans un premier temps, ce qui est vrai. Alors, on a ensuite essayé de lire plus précisément ce réseau que l'on avait créé pour arriver à le lire plus facilement. Bien, on est obligé bien sûr de simplifier l'information, il n'y a pas de miracle. Donc on a regroupé les ports sous des appellations par zone géographique en fait, les ports de Méditerranée, les ports du Pays de Galles, les ports de la façade atlantique, Bretagne Sud, etc. Et là, on s'aperçoit qu'il y a en fin de compte une zone quand même qui se dessine tout à fait nettement. C'est l'importance du trafic autour de la Bretagne Nord. Donc les bateaux de retour de Terre-Neuve assurent. Il y a bien le trajet avec la Méditerranée, le rapport au Pays de Galles avec la façade atlantique, et là il s'agit essentiellement du port du Nord, hein, la Bretagne Sud et la Normandie. Le reste est quand même nettement moins important. Donc, à partir de... Alors là, bien, on n'a toujours pas vraiment répondu à notre question. Enfin, si, un petit peu. C'est-à-dire que les bateaux, quand ils reviennent de Terre-Neuve, ils font des escales multiples et ils essayent de se rentabiliser. Mais une partie de la question demeure, c'est est-ce qu'ils ont tous le même comportement ? C'est-à-dire un bateau qui quitte Terre-Neuve pour aller à Marseille vendre la morue, qui a une dizaine d'hommes à bord, et qui va remonter ensuite vers le nord, enfin au moins il faut qu'ils reviennent à Saint-Brieuc pour repartir la campagne suivante sur Terre-Neuve, a-t-il le même comportement que le bateau qui va revenir directement de Terre-Neuve à Saint-Brieuc, qui revient donc nettement avant,
Et ces deux comportements sont-ils comparables au comportement des navires qui ne font que du cabotage? Donc là, il fallait faire des extractions à partir de la base de données de départ pour essayer pour réussir à comparer les comportements des Terre-Neuva ou des caboteurs. Donc là, on constate qu'en effet, ils n'ont pas le même comportement. Les bateaux qui reviennent de Terre-Neuve, ils vont en mer Méditerranée. Donc, de la mer Méditerranée, un certain nombre va partir vers la Normandie. Excusez-moi. Part vers la Normandie. Et là, ils vont directement sur le Havre et sur Dunkerque, où ils vont prendre divers matériaux et ils vont retourner sur la Bretagne du Sud. Donc on a ce trajet Terre-Neuve, mer Méditerranée. De la mer Méditerranée, on file sur la Normandie et de la Normandie, on va revenir en Bretagne Nord. D'autres sont en mer Méditerranée, ils vont tourner autour de la mer Méditerranée, passer par différents ports, essayer de trouver des cargaisons, mais il ne faut pas oublier qu'à 40% des fois, ils rentrent avec du lest et ils vont filer en Bretagne Nord avec, pour certains, d'autres aventures, aller au Pays de Galles par exemple, et ou passer par, aller en Bretagne Nord, puis repasser par l'Italie, etc. Alors que les caboteurs, par exemple, n'ont pas du tout le même destin. Ils tournent sur la Bretagne Nord, ils travaillent avec les ports de Bretagne Sud, ils vont sur la Normandie et un peu sur la façade atlantique. Ils ne s'éloignent jamais. Partir un peu au loin, c'est réservé aux bateaux Terre-Neuva. Donc de la même façon, on a analysé les bateaux mixtes, etc. Donc dans cette communication-là, ce que je voulais vous montrer, surtout, je ne me suis pas du tout intéressée, je n'ai pas présenté les résultats parce qu'on a publié l'article. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, en se reportant à l'article, vous aurez les résultats de l'analyse. C'était des outils qui peuvent être associés aux bases de données pour des traitements et des outils qui ne sont pas encore, même si certains historiens ont écrit dessus, Claire Lemercier par exemple, on a parlé tout à l'heure, des outils qui ne sont pas encore souvent exploités.